j'ai eu le grand privilège de découvrir il y a un an pour l'émission EGLM6 consacrée à la BSPP. Et je peux vous dire que le premier contact avec l'écoulement diphasique, ça ne laisse pas indifférent. Est-ce que vous pouvez nous décrire simplement en quoi consiste cet outil qu'est la lance diphasique? Cette évolution, en fait, c'est pas une lance. Comme à l'instar de ce qu'avait fait Magritte, qui n'est pas une pipe, je le redis, c'est pas une lance, mais c'est vraiment une approche sur un nouveau système d'extinction sur lequel l'objectif, c'est d'utiliser de l'air pour utiliser beaucoup moins d'eau. Donc le premier volet qui était important pour nous, c'était d'emblée initier la démarche à notre niveau et aller chercher le ou les industriels qui pourraient avoir ce savoir-faire. On a compris qu'on faisait un changement de paradigme parce qu'on allait s'attaquer réellement en fait, à la partie énergétique du feu. Alors comment on va s'y attaquer? On s'y attaque en fait de façon assez contre-intuitive en faisant un mélange donc d'eau et d'air. Et j'ai pris l'exemple de ce fameux petit robinet qu'on connaît tous avec un mousseur d'eau. L'objet du mousseur d'eau, c'est d'économiser de l'eau en y mettant de l'air. C'est contre-intuitif parce que derrière, quand on enlève l'eau, on a l'impression qu'on enlève l'agent qui nous permet de laver correctement nos mains, et en fait, pas du tout. Donc avec moins d'eau, je fais encore aussi bien. Donc maintenant qu'on a compris ce que c'était que le mélange diphasique, l'objet, c'est surtout de ne pas s'intéresser à lui et de comprendre que ce qui nous intéresse derrière, c'est surtout son écoulement. Et donc sa façon qu'il a de se propager ou autre. Et là, l'exemple, c'est un peu de l'aile d'avion, qui elle aussi, c'est la deuxième contre-intuition, c'est lourd et pourtant ça tient en l'air. Et là, c'est un petit peu la même chose, c'est contre-intuitif, mais il faut bien aller regarder les écoulements et la façon que ce jet va avoir de se propager, parce que c'est là-dessus que ça va agir. Alors après, derrière ça, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais il faut retenir une chose, c'est du moins ce que moi j'ai retenu à mon niveau, c'est une technologie qui au final est simple, qui s'appelle sur une physique compliquée, et moi j'ai retenu que ça marchait. Donc je m'en suis arrêté là. Alors le comment ça marche, pour faire simple, vous avez compris qu'on mélangeait de l'eau et de l'air, 98% massique. Ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'on mette un compresseur d'air et qu'on va pousser de l'eau et de l'air. Et qu'en arrivant au niveau de la lance, parce que même si ce n'est pas une lance, il y a quand même aussi une lance, on va avoir une zone de mélange, on va accélérer ce mélange et après, on va le propulser de façon à l'envoyer là où on veut. Donc, dans le tuyau jaune, en fait, il y a deux tuyaux, c'est bien ça? Tout à fait. Donc pour envoyer ce mélange qui se fait au niveau de la lance et qui ne se fait pas au niveau du camion, c'est ce qui nous permet d'avoir un intérêt opérationnel, on a mis dans le tuyau jaune que vous voyez sur le schéma un autre tuyau à l'intérieur. Le tuyau intérieur transporte un peu d'eau, le tuyau extérieur transporte l'air. Donc s'il y a diamètre équivalent, ils sont impressionnants comme les tuyaux d'aujourd'hui. En masse, on a bien compris que ce n'était pas la même chose. Derrière ce tuyau, quand on arrive, on met la lance. Et donc au niveau de la lance, on arrive sur un gros volet de simplification puisqu'il n'y a pas de réglage de débit à faire. Il n'y a pas de choix comme on est contraint de le faire aujourd'hui si on met trop d'eau ou pas assez. Vous ouvrez votre lance avec deux positions. Une position qui vous donne ce jet diphasique, très fine gouttelette propulsée loin. Et puis comme de l'autre côté, on a aussi besoin parfois de mettre de l'eau qui est propulsée moins loin avec des gouttes beaucoup plus grosses pour finir d'étouffer le feu, on change les rapports massiques simplement en bougeant la poignée de l'arrière vers l'avant. Et là, à ce moment-là, on obtient un jet qui permet de finaliser l'extinction par des grosses gouttes et un meilleur pouvoir de pénétration. On va parler de l'efficacité de ce système sur les différents paramètres qu'on attend d'une lance à incendie, à commencer par le tout premier, puisqu'il touche à la protection du pompier, c'est la protection contre le rayonnement. Pour vous, Pierre-Louis, la protection contre le rayonnement, c'est quelque chose d'essentiel. Alors oui, effectivement, Mac, la protection, c'est l'assurance vie du pompier et de celui qui s'engage au feu. Ce qui est particulièrement redouté pour les pompiers, c'est le phénomène de flashover, qui est un phénomène thermique. Pour l'expliquer succinctement, on imagine un feu qui se déclare dans une pièce qui est suffisamment ventilée, qui va se développer, qui va donc dégager des fumées et des flammes, et ces fumées et ces flammes vont rayonner sur l'ensemble des matériaux qui se trouvent dans la pièce, et puis ces matériaux vont produire des gaz de pyrolyse qui peuvent s'enflammer de manière très brutale. Donc l'avantage qu'on va trouver avec la diphasique, c'est d'abord qu'on a des tuyaux à diamètre équivalent qui ont un poids de 70% inférieur à celui des lances classiques. Ensuite, on va retrouver aussi cette capacité, nous ce qu'on a retrouvé lors des essais, c'est qu'on a peu ou pas de retour vapeur, quelles que soient les configurations, et du coup ça va permettre, avec cette lance diphasique, de traiter la source tout en se protégeant, puisque avec un jet de lance diphasique, on a une protection qui est 25% supérieure au jet de protection d'une lance classique, ce fameux jet en corolle dont vous parliez.
Est-ce que vous avez réalisé des essais en conditions réelles pour bien vérifier que cette lance diphasique protégeait efficacement un binôme de pompiers en action? Oui, tout à fait. On a fait le choix d'aller le vérifier dans un endroit qui chauffe un petit peu, donc sur des fuites de gaz enflammées. En l'occurrence, celle que vous voyez, donc une fuite de propane à 6 bars. Et ce qu'on a constaté, mais sans l'instrumenter, c'est que vous pouvez être à l'opposé du jet, là où vous voyez la grosse citerne, et vous approchez très près, simplement en étant tenu de feu. Et donc vous avez une protection qui est offerte, non pas seulement pour l'opérateur qui vient fermer, mais aussi, je dirais, une protection sur l'environnement proche ou autre. Et ça peut avoir des capacités quand même très intéressantes, parce que si là on a vu la manœuvre simplement qui vise à éteindre l'origine de cette fuite, dans la réalité, souvent cette fuite est à proximité immédiate de bâtiments ou de quelconque autre objet, et donc d'un risque de propagation. Mais ce qui est fou, c'est que le tout, donc, avec une lance à 110 litres minute versus une lance traditionnelle à 500 litres minute, ce que vous disiez. Tout à fait. Donc on a une action qui est plus sur la longueur du jet en ce qui concerne la diphasique, et surtout, la diphasique garde une efficacité dans la progression, alors que la lance actuelle, la lance classique, la perd relativement vite, plus on s'approche du foyer, c'est ça? Tout à fait, oui. Vous avez évoqué le ressenti des opérateurs qui progressaient dans ce fameux couloir rongi, et ça tombe bien parce que un de ces opérateurs est avec nous sur le plateau, il s'agit de Damien. Le ressenti, il est qu'on est sur un outil qui va nous faire changer de paradigme complet pour tout ce qui touche à notre doctrine opérationnelle et même au-delà en termes de technique opérationnelle. Pour moi, ça va être un vrai apport qualitatif en fait pour tous nos sapeurs-pompiers, parce qu'aujourd'hui, vu la répartition de nos missions, on est face à un taux d'engagement qui est relativement faible par sapeur-pompier en tant que ce qu'on appelle le binôme d'attaque, c'est-à-dire de contact du foyer. Et donc, au travers de tout ce qu'on a pu mettre en évidence et qui a été concrétisé, j'ai envie de dire, dans l'approche scientifique, c'est qu'au-delà de la facilité de progression, de maniabilité, qui est juste indéniable, tout à l'heure on a parlé effectivement de 70% de gains sur le tuyau. Il faut savoir qu'aujourd'hui un pompier, lorsqu'il s'engage sur feu de structure, une de ses composantes les plus énergivores, c'est lorsqu'il doit tirer le tuyau, que l'équipier doit l'aider, le chef également. Et donc tout ça c'est extrêmement énergivore et donc on gagne de ce côté-là. Ensuite, le deuxième objet, c'est en termes de rendement, parce que quand on voit le rendement qui est celui du système diphasique avec cet effet étendu, que ce soit en termes de distance, mais également sur un volume, et tout ça sans une technicité, j'allais dire moindre, par rapport à ce qu'on connaît avec nos outils d'aujourd'hui, et bien effectivement, on a l'ensemble des critères qui sont remplis. Et puis, enfin, une des choses dans cette notion de rendement, c'est que aujourd'hui, notre lance, on peut se retrouver avec une mauvaise technique dans une situation où on se met et où le pompier peut se mettre en danger. Et là, il semblerait, et en tout cas c'est l'avis unanime de tous les opérateurs, que même lorsque on viendrait à faire entre guillemets un mauvais geste, la qualité de la lance et du système, compense, on va dire, cette erreur et du coup améliore la sécurité du sapeur-pompier. Et donc on peut aller dire que le système diphasique n'est pas opérateur dépendant, c'est-à-dire que contrairement à aujourd'hui où effectivement en fonction de l'opérateur, de sa technique, de son aguerrissement, on peut observer en fait des utilisations différentes. On passe au troisième critère essentiel d'une lance à incendie, c'est éteindre le foyer lui-même. Pour ça, plusieurs essais opérationnels ont été menés. On a vu un feu d'hydrocarbures tout à l'heure. Bon, on va commencer par un des plus simples et des plus fréquents, même s'il est toujours problématique. Fabien, je viens vers vous, c'est le feu de véhicule. Ce feu-là, il est très courant chez les pompiers, il est simple à traiter. Et pour aller à l'essentiel, actuellement, on les traite à peu près avec 450 à 600 litres d'eau, suivant la performance de l'opérateur. Et là, le travail que vous allez voir, il se fait à peu près avec 120 à 150 litres d'eau. Avec une première action qu'on a fait volontairement à distance, l'opérateur étant fixe, rien que pour montrer l'effet qu'on avait déjà sur les particules et l'effet de cette action à distance qui dure, je crois, de tête une dizaine de secondes. Donc là, on constate qu'on a à peu près dégagé tout notre problème de particules et je dirais qu'on a presque un feu qui est très calme. La deuxième action de l'opérateur, il va traiter son feu comme il le fait aujourd'hui, avec une mobilité qui est simple, puisqu'il a derrière son tuyau qui est léger.
On ne le voit pas de partout, une action de lance qui est elle aussi simple, elle est continue, il a ouvert sa lance, il travaille en mobilité autour de son véhicule et en faisant manœuvrer sa lance en la gardant la moins statique possible. Et là, on voit qu'il éteint l'ensemble des foyers ou des petits bouts de foyer qu'il a très rapidement, puisqu'on est sur un travail d'extinction ici d'environ 1 minute 15. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est leur ressenti, puisque l'opérateur qui est au contact du véhicule, lui, a aucun ressenti de chaleur. On le voit même sur certaines petites projections de feux de métaux. Ça le gêne pas le moins du monde. Et puis enfin, sur l'image figée de fin de schéma qu'on a là, ce qu'on peut constater, c'est l'absence ou la quasi-absence d'eau de ruissellement. Alors maintenant, on va passer à des feux tout à fait différents, cette fois-ci des feux dans des milieux beaucoup plus ouverts, des feux d'espace naturel. Pierre-Louis, vous avez réalisé des essais avec la lance diphasique dans les environs de Marseille. Alors, premier résultat, est-ce que la lance diphasique a aussi une utilité pour ces feux très particuliers? Alors effectivement, on a voulu essayer la lance diphasique pour qu'elle soit polyvalente, et puis aussi la lance diphasique, ça veut dire, comme vous l'avez compris, beaucoup moins d'eau utilisée, et en feu de forêt, l'eau c'est la denrée rare, donc on s'est dit pourquoi pas en feu de forêt. Donc le feu de forêt, comme vous le voyez, comme on peut le voir sur les images, c'est quelque chose de très différent du milieu urbain. Donc là on voit la progression, facilité puisque vous voyez que le pompier là progresse seul. Ensuite on a l'action sur les flammes. Là un petit dispositif qu'on réévoquera tout à l'heure. Oui, je vais passer un masque. C'est la protection du pompier. Le traitement des lisières, donc cette fameuse limite. Et là, l'essai d'un canon plus puissant pour d'éventuels feux qui sont, pour les feux puissants qu'on peut rencontrer en feu de forêt. Canon avec jet diphasique, là, toujours. Le canon en jet diphasique, toujours. Alors, quels sont les résultats de ces essais? Est-ce que c'est concluant? Effectivement, c'est concluant. C'est déjà l'action du jet, on va dire, spécial feu végétation, entre guillemets, en tout cas du moins développé pour ça. Donc, pour abattre les flammes et pour protéger le pompier. Ensuite, l'évolution du porte-lance, vous l'avez vu, il évolue tout seul, donc ça parle, la vidéo parle d'elle-même. Et le traitement des lisières, où l'action mécanique du jet, là aussi, nous semble... est efficace en tout cas. Même si ça n'a pas été instrumenté, ces essais, ça laisse présager de bonnes perspectives pour l'avenir. J'ai noté, parce qu'évidemment, quand on est dans un feu de forêt, les pompiers n'emmènent pas d'équipement respiratoire, mais j'ai noté à un moment, voilà, ce masque, parlez-nous-en. Alors qu'est-ce que c'est ça? En fait, en feu de forêt, comment ça se passe? Contrairement au feu urbain, on progresse et on va attaquer le feu et on lutte contre le feu sans appareil respiratoire. Donc on ne peut pas avoir d'appareil respiratoire parce que les volumes d'air s'épuiseraient très rapidement par les efforts qu'on fait. Donc aujourd'hui, le pompier s'engage sur un feu de forêt sans appareil respiratoire. Donc en réfléchissant bien, il n'y a pas d'appareil respiratoire pour faire du feu de forêt, mais on a de l'air qui arrive à la lance. Donc on s'est dit, pourquoi pas utiliser cet air autrement que pour projeter l'eau. Donc du coup, on a essayé un système d'air respirable, alors bien sûr qui est en cours de développement, qui va nous permettre de respirer pendant la phase d'attaque, ou notamment sur des défenses de points sensibles, où la fumée nous force à quitter la position et du coup nous pénalise dans le temps d'attaque et dans le temps de protection des biens. Donc on va utiliser l'air respirable qui arrive à la lance avec des masques qui pour l'instant, là vous voyez des demi-masques qui sont à bord des camions citernes feu de forêt. Attendez, mais c'est une révolution. Vous n'êtes plus obligé, vous avez un retour de fumée, vous êtes obligé d'évacuer momentanément le front de feu. Là vous pouvez rester au milieu des fumées sans reculer, c'est bien ça? Ce qui est révolutionnaire, c'est ça. Et le fait de prendre un petit peu de l'air comprimé pour faire respirer le pompier, ça ne fait pas baisser les performances de la lance? Aucunement, ça n'impacte pas du tout les performances de la lance. Vous voulez nous parler d'un type de feu qui est très spécifique aux marins-pompiers de Marseille, ce sont bien sûr les feux de navire. Et quel pourrait être l'apport de la lance diphasique sur ce type de feu? Alors, l'apport de la lance diphasique sur ce type de feu, déjà on a vu
qu'on a fait des tests sur des conditions d'engagement à contre-tirage, donc c'est ce qui ressemble beaucoup à des feux de navire, même si ce n'est pas une structure métallique. Ensuite, on a parlé de la faible consommation d'eau. Donc, qui dit faible consommation d'eau dit les eaux d'extinction, moins d'eau d'extinction à gérer. Et sur un navire, comme vous pouvez vous en douter, souvent, dès qu'on pense à éteindre, on pense à pomper l'eau d'extinction parce qu'il faut éviter que le navire prenne du gîte. Donc ça, c'est le deuxième point important. Et le troisième point important, c'est qu'à bord des navires, on n'a pas des pompiers comme on pourrait retrouver à Marseille ou à Paris ou dans tout le reste de la France. En fait, c'est les gens du bord, donc le simple cuisinier va pouvoir se retrouver le jour J dans l'équipe de sécurité qui est amenée à intervenir sur le feu. Donc lui, malheureusement, ça va peut-être être le seul feu de sa vie avec un enjeu énorme. Et comme l'a évoqué Damien tout à l'heure, le besoin moindre de technicité sur cette lance peut laisser présager que ces personnes vont pouvoir s'engager de manière plus efficace et surtout de manière plus sécuritaire. Bien, donc on a vu l'efficacité, enfin les tests menés sur des feux de véhicules, de forêts, d'appartements, feux d'hydrocarbures. À chaque fois, on voit que l'agence diphasique se révèle avec moins d'eau, plus efficace pour la protection du pompier, pour l'extinction du feu. On va maintenant parler des perspectives, de l'équipement, du déploiement. Mais tout d'abord, on va revenir, parce que vous y faites tous allusion, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très important, sur le problème de l'eau et le fait que l'agence diphasique, le système diphasique, utilise moins d'eau. Pourquoi c'est très important pour les pompiers? En quoi la ressource en eau et l'économie de cette ressource est-elle un point crucial aujourd'hui? Fabien? On se rend compte qu'à certains niveaux, au-delà, le feu de forêt en est le parfait exemple. Il y a un moment, il faut commencer à faire des chaînes logistiques, des norias, pour pouvoir apporter de l'eau là où on en a besoin. On a beau mettre de l'air, à un moment, il faudra quand même un peu d'eau pour l'éteindre, ce feu. Et donc, quand on quitte le milieu urbain, quand on rentre dans un milieu périurbain ou rural, ça commence à devenir un vrai problème. Damien, dans le Rhône, il y a le couloir de la chimie, mais il y a aussi, on est très vite à la campagne. Comment ça se passe justement? Vous êtes appelé dans une exploitation agricole. La ressource en eau, c'est un problème? Encore une fois, avec l'avantage du système diphasique, de pouvoir atteindre en toute sécurité ce premier objectif qui nous est donné par la doctrine, c'est-à-dire d'assurer ou plus ou moins de stabiliser la situation dans l'attente de renforts, etc. Donc ça représente d'un côté aujourd'hui ce besoin en eau une vraie problématique, mais le système diphasique en fait ouvre des portes et des perspectives qui sont plus qu'intéressantes de ce côté-là. C'est vraiment une révolution parce que il est encore trop tôt pour tirer une ligne définitive, mais globalement, de tous les essais que j'ai vus, on éteint le feu avec 5 fois moins d'eau qu'un système traditionnel. Donc ça veut dire que derrière, pour la lutte contre l'incendie, les besoins en eau pourraient être partout sur n'importe quel territoire, divisés par 5. C'est peut-être un raccourci, mais oui, l'ordre de grandeur, pour le moment, c'est ça. Sur tout ce qu'on a fait, voilà, on est sur un ordre de 4 à 5 fois moins. Alors, il y a des effluents qui sont donc liés à l'eau. Il y a aussi toutes les particules, toutes les fumées émises par l'incendie. On en a un petit peu parlé lors notamment du feu d'appartement. Damien, vous avez commencé à faire des travaux sur ce sujet. Est-ce que le nombre, le devenir, le chemin qu'empruntent les particules qui peuvent se déposer sur les murs, qui peuvent se retrouver dans l'atmosphère, va être différent avec le système diphasique versus les lances traditionnelles? Alors on en est qu'au tout début. Les particules ne sont pas déposées sur les murs une fois l'extinction effectuée. Et puis, dans un deuxième temps, sur la mesure de concentration, etc. Donc tout ça, c'est des travaux qu'on va essayer de mener, mais c'est relativement complexe. Et voilà, donc pour autant, il y a 2 semaines, sur les premiers essais qu'on a faits, il semblerait qu'il y ait des choses assez pertinentes à faire. Et donc on va poursuivre tout ça. Est-ce qu'en 2 mots, s'il fallait retenir pour vous ce qu'est l'apport de la lance diphasique aujourd'hui dans le monde de la lutte contre l'incendie, qu'est-ce que vous retiendriez? Pierre-Louis, je commence par vous. Alors moi, je dirais, pas tout à fait 2 mots, je vais dire que c'est simplicité, sécurité et surtout des perspectives révolutionnaires. Damien? Ça va être un peu plus de 2 mots aussi, mais un changement de paradigme complet, voilà, pour la profession, avec plus de sécurité et d'efficacité. Aurélien, quand même, le mot du scientifique. Je vais rester aussi sur un peu plus de 2 mots. Vraiment, nous, à notre niveau, c'est la qualité de cette association entre les hommes de l'art et justement le laboratoire, les hommes de science derrière, pour arriver à ce résultat. Et vous, Fabien?
Moi, ce sera l'association plutôt avec l'environnement industriel. Il n'y a pas de projet quand on va avancer s'il n'est pas initié par ceux qui l'utilisent, qui fonctionne. En revanche, il n'y a pas de projet qui fonctionne si d'emblée, on ne travaille pas avec un industriel. Ce dossier, pour nous, il n'est pas nouveau. Hein. Si je ne l'ai pas dit au début, la première fois où les pompiers de Paris se sont intéressés à ce qu'on pourra qualifier d'écoulement diphasique, c'est pas récent. Ça date de 1932. La plus ancienne photo qu'on ait dans nos archives, en 1932, on faisait déjà ce type de travail. On l'avait fait en interne, etc., et ça n'avait pas abouti. On a remis le couvert en 1985, et on a abouti un peu mieux, mais il y avait encore 2 verrous. Donc, parce qu'on avait fait un travail exclusivement avec des scientifiques. Donc aujourd'hui, on apprend de ses erreurs, et là, on a mis d'emblée un travail avec un industriel, et là, aujourd'hui, ça nous permet de faire de l'innovation, et j'espère d'aller vite. Donc un travail d'équipe qui débouche sur une révolution simple et efficace. Si je résume la pensée de tout le monde, c'est ça ? C'est ça.